C'est bon. Bonsoir chers amis, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée, Béatrice, Marie-Pierre, Christian, Michel, qui ont permis l'installation de cette salle, et le petit verre d'accueil que vous avez eu au début de notre soirée. Je voudrais saluer les jeunes de l'Uni qui sont là parmi nous ce soir. Donc, merci de leur faire bon accueil. Quelques personnalités sont parmi nous aussi ce soir. Je pense, je ne le vois pas, mais je sais qu'il va venir M. Bertin Hugo, ancien maire d'Écully, Mme Meunier, merci d'être présent parmi nous, M. Pierre Meurin, Rémi Naudin, délégué du PCD de l'Ardèche, Christophe Girard, Agnès Agar-Monchemin, M. et Mme Patrick et Louis sont aussi parmi nous ce soir. Merci de votre présence, chers amis. Donc vous êtes venus pour écouter Jean-Frédéric Poisson, qui vous présentera son projet pour la primaire. Vous savez que le 20 novembre 2016 sera un moment assez unique dans la vie politique de notre pays, puisque tous les Français seront invités aux urnes pour choisir le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Donc Jean-Frédéric Poisson est bien candidat à l'élection présidentielle, et donc grâce à vos votes qui seront nombreux le 20 novembre, il sera le candidat en avril 2017 et portera donc nos couleurs, si vous le désirez, le 20 novembre 2016. Avant toute chose, vous aurez à la sortie le projet présidentiel de Jean-Frédéric. Il vous sera distribué gratuitement. Toutefois, les campagnes électorales ont un coût. Donc je vous remercie aussi de faire bon accueil à la sortie aux bénévoles qui vous tendront quelques corbeilles. Voilà, pour votre information, l'édition d'un projet nous coûte 2,50 €. Voilà. Et donc je vais passer la parole à Olivier Pirat, délégué départemental du Parti chrétien-démocrate. Bonjour à tous, donc Jean-Frédéric est candidat à la primaire du 20 novembre. Nous sommes très enthousiastes puisque nous avons la conviction qu'il s'agit d'une réelle opportunité de peser, de faire avancer nos idées. Pour la première fois depuis très longtemps, nous allons pouvoir allier un vote de conviction avec un vote utile, puisqu'il faut bien voir qu'au soir de la primaire, il y aura donc deux cas de figure. Comme le disait Mathieu à l'instant, ou bien Jean-Frédéric gagne la primaire, et auquel cas, je n'ai personnellement pas beaucoup de soucis à me faire sur mes idées. Elles seront très largement et très bien défendues par Jean-Frédéric Poisson. Ça peut paraître un peu utopique, mais si tous les gens qui ont battu le pavé contre la loi Taubira vont jusqu'au bout de leur démarche, Jean-Frédéric ne gagnera pas la première au soir du deuxième tour, mais bien au soir du premier tour, et très largement. Deuxième cas de figure, donc Jean-Frédéric ne gagne pas la primaire. Là encore, le vote de conviction sera un vote utile, parce que plus Jean-Frédéric aura de voix, et plus il pourra peser sur le projet politique de la droite. Quelques exemples récents en France, la primaire socialiste de 2011, un certain Manuel Valls avait fait moins de 6%. Aujourd'hui, il me semble que c'est quand même un personnage incontournable à gauche, il est Premier ministre. Et le président du Parti radical de gauche, M. Bellay, avait fait moins de 0,7%. Aujourd'hui, il a 3 ministres, un groupe à l'Assemblée nationale, et de facto, il peut peser sur la ligne politique de la gauche. Je vais vous faire une confidence. Il y a quelque temps qu'on m'a parlé de la candidature de Jean-Frédéric Poisson à la primaire, je me suis dit, ce serait bien, on va faire un score digne de nos convictions, on va y aller, on va se défendre, et puis on verra bien ce que ça va donner. Plus le temps passe, plus j'ai la conviction qu'une personne va être la révélation de cette primaire, et que cette personne-là, c'est Jean-Frédéric Poisson. Pour 3 raisons. La première, le contexte. Je vais passer assez rapidement dessus, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une période chahutée, chaotique. Les sondages ne veulent pas dire grand-chose. Un petit exemple outre-mer avec Donald Trump qui était donné à 1% il y a un an. Il me semble qu'aujourd'hui, il pèse un petit peu plus qu'1% dans le paysage électoral américain. Et ça va peut-être s'amplifier dans les mois qui viennent, on verra. En Autriche également, la présidentielle, avec les 2 principaux partis qui ont été balayés du premier tour, alors personne n'avait vu ça venir, n'avait vu venir cela, pardon. Deuxième point qui est plus important que le contexte, c'est tout simplement la personne de Jean-Frédéric. Vous pourrez la connaître un petit peu mieux, je l'espère. C'est un personnage qui est relativement neuf dans le champ politique. La politique, pour lui, c'est un service. Il n'a pas fait HEC, ni l'ENA, ni Sciences Po. Il est tout simplement docteur en philosophie. Et c'est justement ce qui manque à notre beau pays. Une personne qui ne soit pas là pour gérer la France, mais qui ait une vision
qui sont ancrés dans des principes et des idées claires. Donc incontestablement, Jean-Frédéric est la personne de la situation, je n'en doute pas un instant. C'est également un homme d'entreprise. On le sait trop peu, mais Jean-Frédéric est un des très rares parlementaires à être chef d'entreprise. Quand on voit les problèmes que nous avons actuellement avec le chômage dans le monde économique, etc., avoir vécu cette expérience de l'intérieur, c'est forcément précieux. Et puis une autre facette que je voudrais souligner, notre ami Jean-Frédéric Poisson est pilier gauche du 15 parlementaire. Donc il est rugbyman. Ça peut prêter à sourire, mais il incarne vraiment les valeurs du rugby, celles qu'on aime. Donc forcément des valeurs de détermination, de courage politique, mais également du fair play et respect de la personne humaine. Et au-delà... Bon alors je le laisserai modérer mes propos, mais j'y crois dur comme fer, donc je vais... Alors oui, alors, sauf contre les Anglais, mais bon en effet, là on ne peut pas tout avoir non plus. Le respect de la dignité a quelques limites dans le champ sportif, on va dire. Et au-delà de la personnage, il a un projet qui est ambitieux, un projet, une vision pour la France. Il va vous la détailler, donc je ne vais pas traîner, j'ai juste 2-3 petits points que je voudrais mettre en exergue. Jean-Frédéric veut faire confiance aux Français, leur redonner les moyens et la liberté d'agir. J'ai eu la curiosité d'aller voir ce qui s'était passé en 2005. Il y avait eu un référendum en France concernant le traité constitutionnel européen. Vous vous rappelez certainement que les Français l'avaient rejeté à presque 55%. Si vous regardez parmi les candidats à la primaire, quels sont ceux qui ont respecté le vote des Français, je peux vous dire, il y en a un qui est devant vous ce soir, Jean-Frédéric Poisson. Pour les autres, malheureusement, ça ne s'est pas forcément passé de la façon dont les Français l'auraient voulu. Et puis un autre chantier sur lequel nous avons beaucoup travaillé dans la délégation du Rhône, qui est le référendum d'initiative populaire, que certains connaissent mieux sous le nom de démocratie directe. Là encore, c'est un point qui fait partie du projet de Jean-Frédéric, comme quoi Jean-Frédéric ne cherchera pas à imposer une vision qui vient d'en haut, mais il cherche bien à libérer le pays de mai 68 avec les principaux acteurs que sont les Français et donc chacun de nous. Puis un dernier petit point sur son projet, forcément, les sujets de société, ce n'est pas l'alpha et l'oméga du projet politique de Jean-Frédéric Poisson. Cependant, il faut bien reconnaître que s'il y a une personne qui est constante et cohérente sur le sujet, c'est bien lui. Alors pour certains, les sujets de société, ça ne coûte pas cher. Mais bon, c'est pas forcément la façon de voir de Jean-Frédéric. Pour d'autres, il ne faut surtout pas reparler de la loi Taubira pour ne pas diviser les Français. Et ce sont les mêmes personnes qui vous expliquent aujourd'hui qu'il faut voter pour elles, leur faire confiance parce qu'elles vont rénover le pays. Je demande tout simplement où est la crédibilité quand la veille on dit blanc, que le lendemain on dit noir, ou tout simplement quand on refuse d'affronter les Français sur un sujet aussi sensible et aussi important que la loi Taubira et l'affiliation. Donc vous l'aurez compris, notre mobilisation pour le 20 novembre doit être très importante, on compte sur chacun de vous. C'est en fonction de ce que nous ferons d'ici le 20 novembre que nous pourrons peser sur la ligne politique à droite. Après la primaire, il sera trop tard, il ne nous restera plus qu'un vote en 2017, sur lequel nous n'aurons pas forcément de mainmise sur le projet. Donc je vous remercie, je crois dur comme faire que l'option numéro 1, à savoir que Jean-Frédéric gagnera la primaire, va se réaliser. Il ne tient qu'à vous d'aller voter massivement et de faire voter. Je vous remercie d'accueillir Jean-Frédéric Poisson, candidat à la primaire. Merci Olivier, merci Mathieu. Pour commencer, un certain nombre de remerciements à faire à toutes les personnes qui ont organisé cette soirée. Je salue à mon tour les étudiants de l'UNI qui sont ici et qui, effectivement, qu'est-ce qu'il veut que je fasse? On n'entend pas au fond, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah, moi je ne peux pas monter le son, mon cher. Je peux me rapprocher un peu comme ça va mieux? Oui? Bien. Je recommence pas, tout le monde a entendu le début, ça va? Non. Donc merci aux étudiants de l'UNI de leur présence, merci à tous ceux qui ont contribué à cette belle soirée, merci mesdames et messieurs d'avoir bravé le beau temps et l'attractivité des bouchons lyonnais pour quoi qu'on va pas terminer très tard, donc il sera toujours le temps désigné après. Et puis j'excuse Philippe Cochet, le président de la Fédération du Rhône, qui est retenu ce soir par la même réunion d'ailleurs, je crois que M. Meunier, qui nous a confié le meilleur de lui-même, qui est en face de moi. Et Patrice Verchères qui devrait en principe arriver d'une minute à l'autre, ainsi que Dominique Nachurit, dont voilà, ils sont tous en comité départemental, ils vont nous rejoindre en tout cas, ils m'ont chargé de les demander, de vous prier pardon, de les excuser. Bienvenue
Monsieur Bertin Hugo, bienvenue à Patrick Louis. Alors j'ai vu Patrick Louis, j'ai pas vu Bénédicte Louis, mais il doit être là quelque part. Ah ça y est, elle est au fond. Ah, bonjour Bénédicte. Merci à tous. Mes amis, c'est une drôle d'aventure dans laquelle nous nous sommes lancés. Et chaque jour qui passe me fait dire au fond que nous avons bien fait. La dernière fois que j'étais en réunion publique, c'était pas plus tard que samedi, enfin hier soir d'abord à Nancy, mais samedi aussi dans le pays de Gex, pas très loin d'ici. On m'a dit, mais c'est curieux que vous ayez choisi comme titre pour votre projet « Libérer la France de mai 68 ». C'est un peu bizarre, parce que tout ça est loin, c'est pas d'une actualité folle. Qu'est-ce que vous avez remué, des vieux fantômes, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure que l'actualité de ces jours-ci se déroule, je vois une contestation de l'autorité, le principe même de l'autorité de l'État, qui s'est illustré dans cette voiture de police incendiée. Dans les rues de Paris, vous avez vu ça ces jours-ci. L'image a fait le tour du monde, je suppose que vous le savez, vous en êtes rendu compte. Ceux d'entre vous qui ont des contacts à l'étranger le savent bien. Si je veux bien parler dans le micro, alors, encore plus dans le micro. Pardon de ces réglages techniques, mais est-ce que ça va comme ça? Bien. Quelques heures avant, ou après, je ne sais plus, la semaine dernière, au Parlement, nous avons, avec mon ami Xavier Breton, essayé de faire allier contre la déjudiciarisation du divorce. Vous avez entendu parler de cette affaire-là aussi, c'était en milieu de semaine dernière. Quelques jours avant encore, revenait sur le tapis la dépénalisation des drogues douces. Vous savez que ça agite encore une partie de la gauche française. Et puis quand vous examinez les sujets un par un, vous vous rendez compte qu'en réalité, nous sommes en train de vivre la queue de comète, ou presque, de ces événements, comme on dit poliment, qui ont mis la France par terre il y a 50 ans. Nous ne sommes pas sortis de cette double orientation qui faisait marcher dans les rues les révolutionnaires de l'époque, celle d'une liberté individuelle qui ne doit pas connaître d'entrave, et celle d'une autorité qui doit être contestée dans son principe, quelle que soit sa forme. Ces deux convictions qui ont animé, charpenté les révolutionnaires de 68 sont aujourd'hui, sans doute plus que jamais à l'œuvre, dans les politiques publiques et dans les décisions que notre pays prend. Et donc mai 68 est effectivement d'une actualité qui n'a jamais sans doute été aussi vive, particulièrement ces jours-ci. Et alors, je vous le dis tout de suite, si vous avez encore un peu d'agacement en réserve, après 4 ans de socialisme virulent et vif-argent, je vous en féliciterai, mais s'il vous reste un peu de colère, regardez bien le texte qui va venir à l'Assemblée nationale sur l'égalité réelle, parce qu'alors là, vous allez voir, ça va valoir le déplacement. Ça promet encore quelques belles heures de débat au Parlement. Tout ce que vous ne voulez pas voir arriver dans la société française se trouve à peu près dans ce texte de loi. Le vote à 16 ans, le vote des étrangers, enfin je vous laisse découvrir la liste après tout, ça vous fera de quoi partir en vacances, l'âme tranquille et apaisée. Et alors, la conséquence de tout ça, c'est que quand j'essaye de projeter notre pays dans les années qui viennent, d'abord je suis inquiet, comme l'immense majorité des Français, pour travailler depuis quelques mois maintenant, à la fois sur le contrôle de l'état d'urgence, puisque j'en suis chargé par la commission des lois de l'Assemblée nationale, et à devoir regarder pour cette raison la manière dont l'État emploie les forces de sécurité et les moyens de notre sécurité publique. D'autre part, comme président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh, qui nous donne l'occasion ici de regarder d'un peu plus près, la manière dont nous tâchons de résister à la menace terroriste. Je ne vois pas, dans l'état actuel des choses en tout cas, un État qui soit pleinement en mesure d'assurer la sécurité de notre population. Alors, je ne veux pas de risque zéro, ça n'existe pas. N'importe quel abruti qui voudrait se mettre une ceinture d'explosifs autour de la taille et la faire exploser n'importe où, le fera. Il n'y a pas de service de sécurité si sûr qui puisse empêcher ce genre d'attentat, mais le contexte général, les ressources de l'État, sa faiblesse, me rendent extrêmement circonspect sur notre capacité à résister aux différentes menaces. Mais il n'y a pas que
la menace terroriste et l'ordre public. Il y a ce mouvement général de marchandisation qui atteint désormais toutes les réalités de la vie. Je ne parle pas des enfants, puisque vous savez que vous pouvez, en rentrant chez vous, acheter un enfant sur Internet. Maintenant, c'est très facile. Ça ne coûte pas très cher, c'est une dizaine de milliers de dollars, vous devriez pouvoir vous en sortir honorablement. On peut acheter des parties du corps humain, on peut acheter à peu près tout ce que vous voulez, du moment que vous avez le bon canal, un fournisseur, une chose et un prix, comme on dit en droit, et ça suffit largement. Plus généralement, et de manière plus triviale, plus quotidienne, chacun et chacune d'entre nous peut se retrouver être la variable d'ajustement d'une décision économique ou financière prise à l'autre bout du monde, qui fait de lui ou d'elle une quasi-marchandise et une variable d'ajustement d'un certain nombre de comptes de gestion. Malheureusement, beaucoup de salariés français connaissent cette réalité, sa brutalité, et ça concerne absolument tous les niveaux de responsabilité, tous les métiers et tous les secteurs d'activité. Personne n'est à l'abri de ce mouvement. Cerise sur le gâteau, le TAFTA, sur lequel j'interrogeais cet après-midi encore le gouvernement dans l'hémicycle. Je ne peux pas dire que la réponse apportée par le sémillant Harlem Désir m'est complètement rassurée. Pour rester poli, c'est le début de la soirée, donc j'essaye de rester calme. Le TAFTA est par excellence, donne par excellence l'image d'une domination de la règle de l'échange commercial sur toutes les réalités de la vie quotidienne. Tous les produits marchands, tous les types de services, à peu près tous les types de produits, y compris ceux qui touchent à notre santé ou à notre sécurité, sont susceptibles d'être emportés par la logique commerciale qui se prête au fond à tout dominer. Une autre réalité, celle de l'islam. Et je prétends que dans les années qui viennent, la question de l'islam sera centrale dans notre pays et pour nos politiques publiques. J'entends beaucoup dire que l'islam radical pose problème. C'est juste. De mon point de vue, c'est l'islam tout court qui pose problème à la République française. Il n'a pas besoin d'être radical pour être problématique. Pour une raison très simple, c'est que les idéaux de vie qui sont portés par le texte sacré qu'est le Coran ne sont absolument pas compatibles avec les principes qui fondent la culture chrétienne et ce que nos institutions ont fait de cette culture chrétienne, même si elles ont eu du mal un peu avec. Alors je vous dirai tout à l'heure comment j'envisage de traiter cette question, mais là encore, pour travailler à ce sujet depuis maintenant de longs mois, c'était l'objet d'une de nos dernières conversations ici avec Patrick Louis. J'ai fait, vous le savez, un grand tour du bassin méditerranéen. Je retourne dimanche matin à Riyad, Istanbul et Ankara pour parler avec les services saoudiens et les services turcs du terrorisme. Je rencontrerai demain après-midi à Paris le recteur de la grande mosquée d'Al-Azhar au Caire, qui est en quelque sorte le Vatican sunnite, si on peut dire ça. Enfin, justement, c'est pas le Vatican, c'est ce qui est problématique. Mais voilà un sujet sur lequel je crois. La France a besoin de la vérité. Et je ne vois pas, dans la campagne qui se profile, qui que ce soit qui soit capable d'assumer cette vérité et de la dire aux Français. Et je vais vous dire, quand je dis cette vérité-là aux musulmans, quand il y en a dans la salle, il y en a peut-être d'ailleurs ce soir, ils ne sont pas fâchés. Parce qu'ils comprennent bien que quand on ne se respecte pas soi-même et quand on ne dit pas sa propre vérité, on n'est pas en situation d'exiger le respect de la part d'autrui, ni la vérité d'autrui. Un troisième faiblesse qui nous mine, c'est notre asphyxie généralisée. Dans une société bien faite, l'État est à sa place, les personnes sont à leur place, et entre les deux, il y a ce que la pensée sociale chrétienne appelle les corps intermédiaires. C'est-à-dire ces lieux de vie quotidienne qui sont à la fois suffisamment collectifs pour que ceux qui y sont participent directement à la création du bien commun, et d'une dimension suffisamment réduite pour qu'on ne soit pas dissous dans une espèce d'ensemble anonyme dans lequel on se perdrait. Ces lieux, nous les connaissons puisque nous y vivons, sont nos familles, nos associations, nos entreprises et nos territoires. Et le point commun de ces 4 lieux de vie, c'est qu'ils sont aujourd'hui étouffés
par un État qui fait ou qui essaye de faire à leur place ce qui relève de leur responsabilité, et qui, d'un autre côté, n'est plus en mesure de les protéger quand ils sont agressés ou attaqués. Et même, l'État en vient, et on aura connu une accélération très sensible de ce phénomène ces dernières années, l'État en vient à renier sur leur liberté d'action, sur leurs prérogatives, sur leurs moyens financiers, et parfois même, entendez, jusqu'à leur nature, ou la possibilité même de leur autorité. La dernière fois que je suis venu dans cette salle, c'était pour un débat sur l'éducation, c'était il y a peut-être bien 2-3 ans. Et à l'époque, nous débattions du projet de loi de M. Peillon sur... je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était très grandiloquent, c'était une refondation de plus. Je ne sais pas combien de choses ils ont fondé depuis qu'ils sont là, mais ça en fait quand même un paquet. Et alors on parlait de l'article 41 de la loi Peillon. Regardez ça en rentrant chez vous si ça vous intéresse, vous verrez, c'est assez parlant. Cet article 41 dit très clairement que l'éducation nationale et les parents sont co-éducateurs des enfants. Quand vous inscrivez ça dans la loi, ça s'appelle une agression. Vous ne pouvez pas défendre l'idée qu'à la fois les parents et l'éducation nationale coéduquent et en même temps appeler sans cesse à la responsabilité des parents sur l'éducation de leurs enfants. Il faut savoir ce qu'on veut. Les socialistes ont choisi. Et on définit. Vous trouvez ça, il y a des élus locaux dans cette salle, ou des gens qui l'ont été, ils savent bien qu'il arrive un moment où, à force de renier sur les moyens des collectivités, l'État, en définitive, bouleverse leur nature et en fait simplement des agences ou des auxiliaires de la puissance de l'exécutif national, c'est-à-dire qu'on change, encore une fois, on transforme ces corps intermédiaires simplement en bras armés ou en relais, au mieux. Nous sommes dans un état d'asphyxie. Et il va bien falloir trouver le moyen de retrouver de l'oxygène. La quatrième très grosse difficulté qui nous attend, et qui est en face de nous, c'est la faiblesse des institutions, en règle générale. Alors on a, en ce moment, il y aurait de quoi écrire des romans, ou des pièces de théâtre, c'est presque une caricature. Mais ça ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. C'est un très long et très continu mouvement d'affaiblissement des institutions que nous connaissons en France depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire depuis que ceux qui avaient écrit la Constitution de 1958 ont quitté le pouvoir. Je veux dire très clairement que la Constitution de la Ve République, cette spécificité française qui veut que nous ayons un chef de gouvernement et un chef de l'État, réclame, pour qu'ils vivent ensemble et qu'ils respectent leurs sphères respectives d'autorité, une très claire compréhension des prérogatives de chacun et un très grand respect de ces prérogatives. Il y avait il y a quelques années une marque de pneus qui avait publié un slogan qui est très précieux en politique. Ça voulait dire « sans maîtrise, la puissance n'est rien ». C'était pour dire qu'on pouvait aller vite et freiner en même temps. C'est comme ça que j'avais compris. En politique, ça veut dire si celui qui exerce le pouvoir n'est pas capable de contenir l'autorité dans son champ propre, alors il y a deux conséquences. La première, c'est que ça discrédite celui dans le champ duquel il entre. Et le deuxième, c'est que ça affaiblit celui qui entre dans le champ. À force d'avoir eu des présidents de la République les uns après les autres, sauf exception très ponctuelle, qui n'ont cessé de se mêler du jeu partisan, qui n'ont cessé de vouloir gouverner à la place de leur Premier ministre, qui n'ont cessé de vouloir entrer dans la vie des ministères, faire piloter les ministères par leurs conseillers de cabinet ou je ne sais pas quoi, eh bien, le pouvoir présidentiel s'est petit à petit évité. Et nous sommes aujourd'hui en face d'une situation qui est une caricature de ce délitement. Et vous comprenez bien que lorsque le président de la République en vient à parler à la télévision avec une jeune immigrée, alors croate ou je crois des Balkans d'origine en tout cas, eh bien il fait le travail d'un chef de bureau, de conseil départemental ou d'un adjoint au maire en charge des affaires sociales. J'ai tout le reste du monde pour les conseillers départementaux et pour les adjoints au maire. J'en ai été un, donc je sais ce que c'est. Mais c'est pas son métier. Et tout le monde comprend bien que dans ce dialogue, pour faire genre, comme dirait, comme on dit aujourd'hui, mais en réalité, il esquinte sa fonction. Il détruit sa propre autorité dans des conditions dont il ne se rend même pas compte. Conclusion hâtive pourrait
conduire à penser que peut-être il ne sait pas ce qu'il fait là, ou en tout cas qu'il n'a jamais, au fond, habité sa fonction. Malheureusement, cet affaiblissement de la fonction présidentielle a des conséquences sur toute la chaîne des décisions publiques. Et si aujourd'hui, les Français ont, pour la grande partie d'entre eux, perdu confiance dans leurs élus, c'est sans doute parce que, à la tête de l'État, ils ont le sentiment que, en définitive, il n'y a personne qui soit capable de garantir le bon fonctionnement institutionnel et d'assurer la protection dont les Français ont besoin, parce que la première fonction de l'État, c'est pas d'administrer, c'est de protéger les citoyens. Et à la fin du compte, quand je fais la somme de tout cela, je me dis que nous avons raison d'être inquiets et de nous demander de quoi l'avenir sera fait. Et puis j'ajoute une cinquième dimension, comme si ça ne suffisait pas, qui est cette guerre incroyable dont nous commençons à peine à voir les effets, cette guerre que livrent les fameux GAFA, c'est-à-dire les grosses entreprises américaines du numérique, Google, Amazon, Facebook et Apple, dont l'ambition peut être décrite en un mot. L'ambition de Google est claire. Google veut créer une nouvelle religion. D'ailleurs, les responsables de Google ont pris contact avec les responsables du Vatican à cette fin, sans aucune espèce de vergogne et sans rire, et ce n'était pas le 1er avril, parce qu'ils considèrent que les moyens technologiques aidant, finalement, l'immortalité serait à portée de main humaine, et qu'au contraire, la finitude de la nature humaine n'est finalement qu'un avatar passager de notre histoire et que la science viendra bien à bout de tout cela. Avons-nous mis en face de cette invasion des moyens pour y résister, pour y réfléchir, pour engager des entreprises françaises ou européennes